Bienvenue sur les Veilleurs du Temps, là où les mystères de l'univers se dévoilent. Aujourd'hui, nous voyageons vers la planète rouge, Mars. Un monde qui autrefois regorgeait de rivières, scintillait de lacs et pouvait abriter des océans. Une planète qui aurait pu être une deuxième Terre, maintenant un désert gelé, dépouillé de son atmosphère et de son eau. Rejoignez-nous pour découvrir les secrets de la disparition de Mars, les forces qui l'ont détruite et les leçons qu'elle nous offre. C'est une histoire de science, d'exploration et de tragédie cosmique. Tout cela prend vie ici même, sur les Veilleurs du Temps. Imaginez un monde qui fut autrefois la sœur jumelle de la Terre. Une planète où des rivières sinueuses se frayaient un chemin à travers de vastes vallées verdoyantes, où des lacs scintillants nichaient dans les cuvettes d'anciens cratères d'impact, et où un océan puissant, peut-être plus grand que notre Arctique, couvrait ses plaines septentrionales. Son ciel n'était pas le rose rouille familier que nous voyons aujourd'hui, mais un bleu doux et pâle, parsemé de nuages cotonneux de glace d'eau. L'air était dense et vivant, un dense cocktail de gaz capable de retenir la chaleur d'un soleil lointain et plus jeune, et de maintenir un climat où l'eau pouvait non seulement exister, mais couler librement pendant des millions d'années. Dans cet environnement, riche en ingrédients essentiels et en sources d'énergie pour la vie, il n'est pas hors du domaine du possible que la vie elle-même ait pu prendre racine. Ce n'était pas une fantaisie de science-fiction, c'était Mars, notre voisine planétaire immédiate, un monde qui aurait pu être un autre berceau pour la biologie dans notre système solaire. Mais quand nous regardons Mars aujourd'hui, à travers les lentilles de nos orbiteurs et les yeux de nos rovers, nous ne voyons pas ce monde vibrant, semblable à la Terre. Nous voyons un désert rouge et glacé, un paysage de profonde stérilité et de silence, marqué par des tempêtes de poussière toxique de la taille d'un continent et implacablement bombardé par les radiations cosmiques et solaires. Son atmosphère est si ténue qu'elle frôle le vide, un vestige fragile n'offrant aucune protection significative. L'eau liquide a disparu de la surface, soit évaporée dans le vide spatial, soit enfermée profondément sous un permafrost poussiéreux, gelé et perpétuel. Le contraste entre ce potentiel passé et la réalité présente est l'un des puzzles les plus profonds de la science planétaire. Comment ce monde est-il mort? La réponse ne se trouve pas dans une seule catastrophe dramatique, un impact d'astéroïde ou une explosion stellaire, mais dans une érosion lente, inexorable, de plusieurs milliards d'années. C'est l'histoire d'un vol qui dure depuis des éons, orchestré par une main invisible mais implacable, le Soleil. Les données actuelles suggèrent qu'à chaque seconde, les vents solaires arrachent environ 100 grammes de l'atmosphère de Mars. Un vol silencieux et perpétuel qui, au cours du temps géologique, a dépouillé la planète de son souffle vital et, finalement, de sa capacité à soutenir une biosphère. Cet essai est une enquête cosmique sur la mort de Mars. Nous voyagerons de sa jeunesse chaude et humide à son présent froid et sec, examinant la scène du crime, comprenant la victime et identifiant les coupables. Nous nous plongerons dans le rôle crucial des champs magnétiques planétaires, la nature violente de notre étoile donneuse de vie et l'équilibre délicat qui sépare un monde vivant d'un monde mort. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une planète voisine, c'est un conte édifiant avec de profondes implications pour notre compréhension de l'habitabilité, la fragilité des mondes porteurs de vie et l'avenir de l'humanité elle-même alors que nous regardons les étoiles. Cet essai est une enquête cosmique sur la mort de Mars. Avant de pouvoir comprendre le coupable et le mode opératoire du crime, nous devons d'abord examiner minutieusement la scène du crime. Mars aujourd'hui est un exemple de désolation planétaire. Pour les sens humains, ce serait un environnement immédiatement et mortellement étranger. La caractéristique la plus immédiate et déterminante de Mars moderne est son atmosphère, ou son absence presque totale. Composée à plus de 95% de dioxyde de carbone, avec des traces d'azote et d'argon, cette enveloppe gazeuse est une coquille fragile et vaporeuse. La pression de surface est inférieure à 1% de celle au niveau de la mer sur Terre. Pour mettre cela en perspective, la pression atmosphérique au sommet du mont Everest est environ 3 fois supérieure à celle de la surface martienne. Ce quasi-vide a des conséquences dramatiques. Pour un humain non protégé, la faible pression ferait s'évaporer les fluides dans sa peau et ses muqueuses, et son sang bouillirait littéralement, même si les températures ambiantes chutaient à des extrêmes mortels.
Cette atmosphère ténue n'offre pas non plus de bouclier significatif contre les radiations spatiales intenses. La surface est bombardée par les rayons ultraviolets du Soleil et les rayons cosmiques de haute énergie de la galaxie, un barrage constant et stérilisant qui briserait les molécules organiques complexes et empêcherait toute vie connue de survivre longtemps à la surface. Cette atmosphère ténue est également un très mauvais isolant. Elle ne peut pas piéger ou distribuer efficacement la chaleur, ce qui entraîne des variations de température extrêmes qui seraient inimaginables sur Terre. La température moyenne globale est un glacial moins 63 degrés Celsius, moins 81 degrés Fahrenheit. Cependant, à l'équateur à midi, la surface peut brièvement atteindre 20 degrés Celsius, 70 degrés Fahrenheit, pour ne chuter qu'à moins 100 degrés Celsius la nuit, moins 148 degrés Fahrenheit. C'est un monde de thermodynamique extrême et impitoyable, où l'eau liquide ne peut pas persister de manière stable pendant une période significative. Et pourtant, superposée à cette réalité aride et austère de Mars, se trouve la preuve accablante et indéniable de l'absence de cette substance unique qui définit l'habitabilité pour nous. L'eau liquide. La surface est un désert desséché, dont le sol est riche en composés oxydants tels que les perchlorates, qui sont toxiques pour la plupart des formes de vie connues. L'eau restante est presque entièrement enfermée sous deux formes, sous forme de vastes réserves de glace d'eau dans les calottes polaires, qui sont un mélange d'eau et de dioxyde de carbone gelé ou glace sèche, et de glace souterraine ou d'eau potentiellement saumâtre profondément enfouie dans la croûte. Les conditions hyperarides signifient que si la glace fondait brièvement, elle se sublimerait presque instantanément en vapeur. Et pourtant, superposée à cette réalité aride et austère, se trouve la preuve accablante et indéniable que l'eau y coulait autrefois en abondance. C'est le paradoxe central qui anime la science martienne. Les premiers aperçus sont venus de la mission Mariner 9 en 1971, qui, en arrivant pendant une tempête de poussière mondiale, a ensuite révélé une surface avec des canaux et des lits de rivières asséchés qui indiquaient sans équivoque des inondations catastrophiques dans le passé lointain. Ce n'étaient pas de simples ruisseaux, ce sont des canaux qui ont été creusés par des volumes d'eau qui éclipsent le débit du fleuve Amazon. Plus tard, les orbiteurs Viking ont fourni des images encore plus haute résolution, montrant non seulement des canaux d'inondation catastrophiques, mais aussi des réseaux de vallées ramifiées plus petites qui ressemblaient étonnamment aux vallées fluviales terrestres, formées par des millions d'années de précipitations soutenues et de ruissellement de surface. Mais la preuve la plus convaincante est venue de l'armada de rovers qui ont parcouru la surface martienne. Le rover Opportunity a découvert des sphères d'hématite, myrtille, et une stratification entrecroisée sédimentaire qui témoignait clairement d'un environnement aquatique passé. Le rover Curiosity, explorant le cratère Gale, a fourni une leçon magistrale en paléontologie martienne, non pas de la vie, mais d'un environnement. Il a examiné des roches sédimentaires stratifiées, des argiles smectites et des sels de sulfate, des minéraux qui ne se forment qu'au contact prolongé d'eau liquide à pH neutre. Ces couches géologiques racontent l'histoire d'un ancien lac qui remplissait le cratère Gale, peut-être pendant des millions d'années, retenant l'eau suffisamment longtemps pour qu'un environnement chimique complexe et dynamique puisse se former, qui, selon toutes les normes terrestres, aurait été propice à la vie microbienne. La scène du crime nous présente donc un mystère clair et impérieux. Un monde qui est aujourd'hui un désert glacé, balayé par les radiations, était autrefois un monde d'eau courante, de lacs stables et d'une atmosphère épaisse et protectrice. Cette transformation d'un état à l'autre est le plus grand événement de changement climatique jamais documenté dans notre système solaire. Pour résoudre ce mystère, nous devons remonter l'horloge cosmique de 4 milliards d'années. Pour comprendre la tragédie de Mars, nous devons d'abord apprécier sa gloire perdue. Il y a 4 milliards d'années, pendant la période noachienne, Mars était un monde fondamentalement différent. C'était une planète active, dynamique, géologiquement vigoureuse et climatiquement tempérée. La jeune Mars était volcaniquement hyperactive. D'imposants volcans, dont le colossal Olympus Mons, le plus grand volcan du système solaire, s'élevant à près de 22 km, crachaient d'énormes quantités de gaz de l'intérieur de la planète.
Ce processus, appelé dégazage, était la principale source de l'atmosphère martienne primordiale. Les volcans libéraient de grandes quantités de dioxyde de carbone, de vapeur d'eau, d'azote et de dioxyde de soufre dans l'air. Ces gaz se sont accumulés pour former une épaisse et dense couverture atmosphérique, beaucoup plus dense que celle d'aujourd'hui. Cette atmosphère épaisse était la clé de la chaleur initiale de Mars. Même si le jeune Soleil était environ 25 à 30% plus faible et plus froid qu'aujourd'hui, un paradoxe appelé le paradoxe du Faint Young Sun, qui s'applique également à la Terre primitive, cette enveloppe gazeuse a créé un puissant effet de serre. Le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau sont excellents pour piéger le rayonnement infrarouge. L'atmosphère a agi comme une couverture planétaire, retenant la faible chaleur du Soleil et élevant les températures moyennes mondiales au-dessus du point de congélation de l'eau. C'était un seuil critique. En maintenant les températures au-dessus de 0 degré Celsius, l'eau pouvait exister à l'état liquide, et le cycle hydrologique martien est né. Et quel cycle ça a dû être! La pluie tombait d'un ciel bleu, alimentant des ruisseaux et des rivières qui traçaient leurs chemins complexes et ramifiés à travers le paysage. Ces rivières se jetaient dans des lacs de cratères, créant des étendues d'eau sereine qui ont persisté pendant des millénaires. Les preuves du cratère de Gale suggèrent que son lac n'était pas un phénomène éphémère, mais une caractéristique durable, peut-être fluctuante pendant des millions d'années, déposant couche après couche de sédiments. À plus grande échelle, de nombreux scientifiques pensent que les vastes, basses plaines du nord de Mars étaient autrefois le lit d'un seul, vaste océan, couvrant jusqu'à un tiers de la surface de la planète. Des cartes topographiques révèlent des lignes de rivage, et des données spectrales indiquent la présence de phyllosilicates et d'autres minéraux aqueux dans ces bassins, compatibles avec un ancien fond marin. C'était l'âge d'or de Mars. Pendant peut-être 1 milliard d'années, la planète a connu des conditions étonnamment similaires à celles qui existaient sur la jeune Terre à la même époque. Il y avait de l'eau liquide, une atmosphère épaisse et un climat stable et tempéré. Les ingrédients essentiels à la vie, tels que nous les connaissons, eau liquide, composés organiques, apportés par les météorites, et une source d'énergie, solaire ou géothermique, étaient tous présents et facilement accessibles. Il est non seulement plausible, mais, de l'avis de nombreux astrobiologistes, probable que si la vie émerge facilement sur les planètes terrestres dans les bonnes conditions, elle a dû émerger sur Mars. Peut-être dans les sédiments de cet ancien lac du cratère de Gale, ou autour des cheminées hydrothermales au fond de l'océan Nordique, les premiers microbes martiens sont-ils apparus. À cette époque, Mars n'était pas un monde mort, c'était un monde d'immense potentiel, un véritable jumeau de la Terre, peut-être même un jumeau vivant. Mais ce paradis était fragile. Sous sa surface active, une crise interne silencieuse couvait. Cette défaillance interne allait déclencher une chaîne d'événements qui entraînerait la disparition ultime de la planète. La cause profonde de cette crise ne résidait pas dans l'atmosphère ou l'eau, mais profondément à l'intérieur du cœur métallique de la planète. Le facteur le plus crucial qui distingue la Terre de Mars n'est ni l'emplacement, ni la présence d'eau, mais plutôt la présence d'un champ magnétique global. Cette force invisible est générée par une dynamo planétaire. Le brassage, le mouvement convectif du fer et du nickel en fusion dans le noyau externe d'une planète. Cette géodynamo agit comme un générateur électrique géant, produisant un champ magnétique dipolaire qui s'étend loin dans l'espace, créant une bulle protectrice connue sous le nom de magnétosphère. La jeune Mars, comme la jeune Terre, possédait une telle dynamo et un tel champ magnétique. Des preuves de cela sont gravées dans les roches les plus anciennes de la surface martienne. Des orbiteurs comme le Mars Global Surveyor de la NASA ont détecté de puissants champs magnétiques localisés, figés dans les terrains anciens et fortement cratérisés des hautes terres du Sud. Ces rayures magnétiques sont les vestiges fossilisés d'un champ autrefois global. Leur motif rappelant les rayures magnétiques trouvées sur le fond marin de la Terre, qui enregistrent les inversions de notre propre champ magnétique. Ce bouclier magnétique était la première et la plus importante ligne de défense de Mars. Il agissait comme une barrière, déviant le flux constant de particules chargées qui constituent le vent solaire. En poussant ce vent autour de la planète, la magnétosphère l'a empêché d'interagir directement avec l'atmosphère supérieure et de l'éroder.
l'atmosphère primitive, ce qui a permis à l'eau liquide de persister à la surface. Cependant, cet état protecteur n'était pas destiné à durer. Le défaut fatal de Mars était sa taille. Avec un rayon de seulement 3390 km, Mars fait environ la moitié de la taille de la Terre et n'a qu'environ un dixième de la masse de la Terre. Cette taille plus petite a eu une conséquence catastrophique pour son habitabilité à long terme. Une planète plus petite a un rapport volume-surface plus faible, ce qui signifie qu'elle perd la chaleur de sa formation et de la désintégration radioactive dans son intérieur beaucoup plus rapidement qu'une planète plus grande. Pensez à une petite pomme de terre au four qui refroidit beaucoup plus vite qu'une grande. En conséquence, le noyau de fer en fusion de Mars a commencé à refroidir et à se solidifier beaucoup plus rapidement que celui de la Terre. En refroidissant, les mouvements convectifs qui alimentaient la dynamo planétaire ont ralenti, se sont affaiblis, puis, il y a environ 4 milliards d'années, ont cessé complètement. La géodynamo s'est arrêtée, le champ magnétique s'est effondré, et la magnétosphère protectrice de Mars a disparu. Ce fut le moment charnière de l'histoire martienne. La planète a été laissée à nu, son atmosphère soudainement exposée et vulnérable. La défense principale contre l'agression incessante du Soleil avait été anéantie. La scène était maintenant prête pour le dernier acte de la tragédie, un acte d'érosion lente et cosmique qui se déroulerait au cours des prochains milliards d'années. Le bourreau était prêt, et son arme était le vent solaire. Le Soleil, notre étoile nourricière, la source d'énergie qui alimente presque tous les écosystèmes sur Terre, a aussi un côté violent et destructeur. Ce n'est pas une boule de feu placide, mais un maelstrom de fusion nucléaire et de magnétisme complexe. L'une de ses caractéristiques les plus persistantes et puissantes est le vent solaire. Un flux constant, un courant supersonique de particules chargées, principalement des protons et des électrons, qui s'échappent dans toutes les directions. Ce n'est pas une douce brise, c'est un ouragan de plasma, soufflant à des vitesses comprises entre 400 et 800 km par seconde, et emportant avec lui le champ magnétique du Soleil. Pour une planète avec un champ magnétique fort comme la Terre, le vent solaire n'est généralement pas un problème. Notre magnétosphère agit comme un bouclier sophistiqué, déviant le vent autour de la planète et créant une cavité protégée dans l'espace. Les particules chargées sont canalisées vers les pôles, où elles interagissent avec la haute atmosphère pour créer les magnifiques aurores, mais la majeure partie de notre atmosphère reste intacte. Mais pour une planète comme Mars, dépourvue de son bouclier magnétique, le vent solaire est une attaque directe et sans merci. Les particules chargées ont une ligne de vue directe sur les couches supérieures de l'atmosphère. Elles percutent les molécules atmosphériques avec une énergie cinétique énorme. Cela initie un ensemble complexe de processus physiques qui mènent à la perte atmosphérique, dont le plus important est un mécanisme connu sous le nom de pulvérisation. Dans la pulvérisation, un proton de haute énergie du vent solaire peut frapper une molécule dans la haute atmosphère, comme le dioxyde de carbone ou la vapeur d'eau. Cette collision est comme un coup de billard microscopique, transmettant suffisamment d'énergie pour éjecter la molécule du puits de gravité martien et l'envoyer s'envoler dans l'espace interplanétaire. De plus, le rayonnement ultraviolet extrême du Soleil peut ioniser les atomes neutres, leur arrachant un électron et leur donnant une charge positive. Ces ions nouvellement chargés deviennent alors susceptibles d'être capturés par les champs magnétiques transportés dans le vent solaire, ce qui peut les accélérer et les projeter loin de la planète. Mais lorsque cela s'est produit pendant des milliards d'années, l'effet cumulatif a été catastrophique. Ce processus était encore plus puissant au début du système solaire. Mais lorsque cela s'est produit pendant des milliards d'années, l'effet cumulatif a été catastrophique. Ce processus était encore plus puissant au début du système solaire. Le jeune Soleil était bien plus actif et volatile qu'il ne l'est aujourd'hui, tournant plus vite et générant un champ magnétique plus puissant. Il était sujet à des éruptions solaires et des éjections de masse coronale, EMC, fréquentes et intenses, des éruptions massives qui projetaient des milliards de tonnes de plasma dans l'espace à des vitesses incroyables. Ces tempêtes solaires auraient considérablement intensifié l'érosion de l'atmosphère martienne, créant des poussées temporaires mais violentes dans les taux de pulvérisation et de capture d'ions. La perte n'était pas uniforme pour tous les gaz.
les atomes et molécules plus légers sont plus facilement perdus dans l'espace car ils atteignent plus facilement la vitesse de libération. L'hydrogène, l'élément le plus léger, est le plus vulnérable. Ce fait deviendrait crucial dans le chapitre final et tragique de l'histoire de l'eau sur Mars. Lorsque son bouclier magnétique a disparu et que le vent solaire a eu un accès illimité, l'atmosphère de Mars a entamé un long, lent et irréversible déclin. L'épaisse couverture de gaz qui maintenait la planète chaude et sous pression a commencé à s'amincir. Cet amincissement a déclenché un cycle vicieux et auto-entretenu d'effondrement climatique. À mesure que la pression atmosphérique chutait, un seuil critique a été franchi. Le point d'ébullition de l'eau est directement lié à la pression. Plus la pression est basse, plus la température à laquelle l'eau bout est basse. À mesure que la pression atmosphérique de Mars diminuait, elle a finalement atteint un point où la température moyenne de surface était supérieure au nouveau, point d'ébullition inférieur. Cela signifiait que l'eau liquide à la surface devenait instable. Elle ne gèlerait pas simplement. Elle bouillirait activement, passant directement de l'état liquide à l'état de vapeur. Elle ne gèlerait pas simplement. Elle bouillirait activement, passant directement de l'état liquide à l'état de vapeur. Cette vapeur d'eau, désormais présente dans l'atmosphère, était elle-même vulnérable. Elle pouvait être brisée par le rayonnement ultraviolet dans la haute atmosphère, un processus appelé photodissociation, qui divise les molécules d'eau, H2O, en hydrogène et oxygène. L'hydrogène léger s'échapperait alors facilement dans l'espace, tandis que l'oxygène réagirait soit avec les roches de surface, dans des processus d'oxydation, rendant la surface rouge, soit serait également perdu dans l'espace. Ce processus était d'une efficacité terrifiante. Chaque molécule d'eau perdue de cette manière était une molécule définitivement retirée de l'inventaire de la planète. La perte de dioxyde de carbone atmosphérique a simultanément anéanti l'effet de serre. Avec moins de CO2 pour piéger la chaleur, la planète a commencé à se refroidir globalement. Au fur et à mesure qu'elle se refroidissait, davantage d'eau gelait, réduisant l'effet de serre de la vapeur d'eau et accélérant encore le refroidissement. Le système climatique était pris dans une boucle de rétroaction dont il ne pouvait pas se remettre. La mission MAVEN, Mars Atmosphere and Volatile Evolution de la NASA, qui est arrivée sur Mars en 2014, a été spécialement conçue pour étudier ces processus en action. MAVEN a confirmé le vol en cours en temps réel, mesurant le taux de perte actuel de l'atmosphère à environ 100 grammes, environ un quart de livre, par seconde. Bien que cela semble peu, cela représente plusieurs tonnes par jour. Plus important encore, MAVEN a observé ce qui se passe lors d'une tempête solaire. Lorsqu'une éjection de masse coronale a frappé Mars en 2015, le taux de perte atmosphérique a augmenté d'un facteur de 10 à 20. Cela a fourni un aperçu crucial du passé, démontrant comment le jeune Soleil, plus violent, aurait considérablement accéléré le décapage atmosphérique de la planète. MAVEN a également observé un autre facteur aggravant, le rôle des tempêtes de poussière mondiale. Ces énormes tempêtes, qui peuvent engloutir la planète entière pendant des mois, agissent comme un ascenseur cosmique pour la perte d'eau. La poussière absorbe le rayonnement solaire, chauffant l'atmosphère et la faisant se dilater. Cette expansion pousse la vapeur d'eau, qui est normalement confinée aux basses altitudes, beaucoup plus haut dans l'atmosphère, où elle est plus exposée au rayonnement ultraviolet et au vent solaire, facilitant sa dissociation et son échappement. Les conséquences furent absolues. Les lacs et les rivières se sont asséchés, leur eau ayant soit bouilli dans l'espace, soit gelé solidement sous la poussière. L'océan Nordique s'est évaporé, ne laissant derrière lui que des signatures chimiques et une topographie suggestive. L'air est devenu si ténu que le son du vent serait un faible murmure, et le ciel est passé de son bleu antique au rose-rouge poussiéreux d'aujourd'hui, coloré par les particules d'oxyde de fer, rouille, en suspension dans l'air ténu. L'activité volcanique interne de la planète a également diminué à mesure que le noyau continuait à se refroidir, coupant la principale source de nouveaux gaz atmosphériques. La planète était piégée dans un état froid, sec et sans air. La transformation était complète. Mars était morte. L'histoire de Mars n'est pas seulement un récit historique d'une planète morte, c'est un récit riche en leçons pour la science planétaire, pour l'avenir de l'humanité dans l'espace
et pour notre gestion de notre propre planète. Tout d'abord, Mars nous enseigne la fragilité de l'habitabilité. Cela démontre que les conditions nécessaires à la vie ne sont pas un réglage par défaut pour les planètes terrestres. Elles sont un équilibre délicat et complexe, un équilibre précaire qui dépend d'un ensemble de facteurs interdépendants. La taille planétaire, qui régit la chaleur interne et la longévité du champ magnétique. La composition et la densité atmosphérique, l'activité stellaire et la dynamique orbitale. Mars avait de nombreux ingrédients essentiels. Elle était dans la zone habitable, elle avait de l'eau, elle avait une atmosphère, mais il lui manquait un élément essentiel, un bouclier magnétique persistant. Cette seule lacune a suffi à détruire tout le système au fil du temps. Pour la Terre, c'est un puissant avertissement. Bien que notre planète soit plus grande et possède toujours son bouclier magnétique, l'activité humaine est désormais un moteur principal du changement atmosphérique. Nous modifions la composition de notre atmosphère d'une manière qui menace la stabilité climatique, même qui a permis à notre civilisation de s'épanouir. Mars nous montre la conséquence ultime d'une atmosphère ruinée, même si les mécanismes sont différents. Deuxièmement, Mars est devenu le plus grand laboratoire du système solaire pour comprendre l'évolution planétaire. Une armada internationale de robots est actuellement en train de percer ses secrets. Les rovers Curiosity et Perseverance de la NASA agissent comme des géologues de terrain, traversant d'anciens lits de lacs et deltas de rivières, forant dans les roches et analysant la chimie avec un niveau de détail autrefois inimaginable. Perseverance met spécifiquement en cache des échantillons pour une future mission de retour sur Terre, où ils pourront être étudiés dans des laboratoires bien plus sophistiqués que tout ce qui peut être envoyé sur Mars. L'orbiteur Trace Gas. Orbiter de l'ESA renifle l'air martien à la recherche de gaz traces, comme le méthane qui pourrait indiquer des processus géologiques ou même biologiques en cours. Le rover Zhurong de la Chine et l'orbiteur Hope des Émirats arabes unis ajoutent de nouvelles perspectives mondiales sur le climat et la géologie de la planète. Chaque nouvelle donnée ajoute une pièce au puzzle, affinant notre compréhension de la durée pendant laquelle Mars a été humide, de la façon dont son environnement a changé et si elle a jamais abrité la vie. Cela nous amène au troisième héritage majeur, l'inspiration pour l'avenir. La mort de Mars soulève naturellement la question, pourrions-nous la ramener à la vie? Le concept de terraformation, littéralement façonner la Terre, de Mars est l'une des idées les plus ambitieuses de la science. Les propositions sont variées et d'une complexité stupéfiante. Elles incluent libération de gaz à effet de serre. Nous pourrions délibérément libérer de puissants gaz à effet de serre, comme les chlorofluorocarbures ou les perfluorocarbures, à partir de sources manufacturées ou en vaporisant les calottes glaciaires polaires riches en CO2. Cela épaissirait l'atmosphère et déclencherait un effet de serre incontrôlable pour réchauffer la planète. Champ magnétique artificiel. La proposition la plus futuriste implique peut-être la création d'une magnétosphère artificielle. Cela pourrait être réalisé en plaçant un grand dipôle magnétique supraconducteur au point de Lagrange L1 Soleil-Mars, un point d'équilibre gravitationnel entre les deux corps. Ce parasol magnétique pourrait théoriquement dévier le vent solaire, recréant ainsi le bouclier protecteur que Mars a perdu il y a des milliards d'années. Et le processus prendrait des siècles, voire des millénaires. Et le processus prendrait des siècles, voire des millénaires. Il y a aussi de profondes questions éthiques quant à savoir si nous devrions altérer une autre planète de manière si fondamentale et quel droit toute vie microbienne martienne indigène potentielle, si elle existe, pourrait avoir. Pourtant, le simple fait d'envisager un tel projet repousse les limites de notre ingénierie, de notre imagination et de notre rôle en tant qu'espèce ayant une influence à l'échelle planétaire. L'histoire de Mars est une épopée cosmique écrite avec des atomes, des radiations et des roches sur 4 milliards d'années. C'est l'histoire d'une promesse, celle d'un monde né avec tous les avantages, un potentiel jumeau de la Terre qui a connu des rivières, des lacs, des océans et un ciel bleu protecteur. C'est l'histoire d'une faiblesse interne et fatale, un cœur qui se refroidit, entraînant la défaillance de son bouclier magnétique planétaire. Et c'est l'histoire d'une exécution lente et implacable.
le dépouillement de son atmosphère et de son eau par l'étoile même qui lui a donné la lumière, la transformant en le désert rouge et gelé que nous observons aujourd'hui. Mars se dresse maintenant comme une sentinelle silencieuse dans notre ciel nocturne, un rappel constant de la nature dynamique et souvent impitoyable de l'évolution planétaire. Ces paysages désolés murmurent un avertissement sur la fragilité de l'équilibre délicat qui rend un monde habitable. Mais ils sont aussi un cri de défi. Ils nourrissent notre curiosité scientifique, nos explorateurs robotiques et nos rêves de poser un jour le pied sur un autre monde. L'enquête sur la mort de Mars nous a fourni le dossier non élucidé ultime, et en le résolvant, nous n'avons pas seulement appris sur le passé de notre voisine, mais nous avons également acquis des informations inestimables sur le présent et l'avenir de notre propre planète. La planète rouge est morte, mais son héritage est plus vivant que jamais, guidant notre quête pour comprendre notre place dans le cosmos.